Elle pensait qu'un inconnu l'avait oubliée à la gare. Mais l'homme qu'elle allait rencontrer possédait tout le domaine qu'elle traversait à pied. Et s'il ne l'avait pas reconnu, ce n'était pas une erreur. C'était un test. Un test pour savoir si elle aimait lui, ou ce qu'il possédait. Restez avec nous, cette histoire bouleverse tout ce que vous croyez sur l'amour et la vérité. Le train s'éloignait lentement, laissant derrière lui un nuage de poussière rouge. Sur le quai vide, une jeune femme tenait une petite valise en cuir. Son nom était Clara. Elle fixait l'horizon avec un mélange d'attente et de peur. Dans sa poche, une lettre. Des mots simples, écrits d'une main ferme. Une promesse. Celle d'un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais qui lui avait offert une chance, une vie nouvelle. Clara avait tout quitté. Sa chambre minuscule à Saint-Louis. Le bruit, la fumée, les souvenirs douloureux. Elle avait pris le train sans se retourner, espérant trouver ici quelque chose de mieux. Quelqu'un de meilleur? Mais personne ne l'attendait. Le chef de gare, un vieil homme aux mains tachées de tabac, secoua la tête. Mercé, vous dites? C'est un nom qu'on connaît par ici. Grand ranch à plusieurs kilomètres d'ici. Mais, j'ai vu personne aujourd'hui. Clara sentit son cœur se serrer. Elle sortit sa montre en laiton, celle de sa mère. Le cadran était jauni, mais il donnait toujours l'heure exacte. 14 juin. La date indiquée dans la lettre. Elle l'avait lue 1000 fois dans le train. Il devait être là. La ville est à 10 kilomètres vers l'ouest, dit le chef de gare, en pointant l'horizon. Mais le soleil va bientôt se coucher. Si vous tenez à marcher, il y a un raccourci par le canyon. Pas très sûr, mais plus rapide. Elle le remercia d'un signe de tête. Son dos droit, son regard fixé. Elle avait appris à ne jamais montrer la peur. Ah ça! Louis, la peur attirait les mauvaises personnes. Clara se mit en route. Sa robe était poussiéreuse, ses bottes déjà fatiguées. Tout ce qu'elle possédait était dans sa valise. 2 robes, un châle, un petit journal d'herbes médicinales écrit par sa mère, et une vieille photo presque effacée. Le canyon était silencieux. Le genre de silence lourd, qui fait résonner les battements du cœur. Le sentier serpentait entre les rochers rouges. Le vent ne passait plus. L'air était chaud, sec. Chaque pas soulevait un peu plus de fatigue. Elle marchait depuis 1 heure quand elle vit le cheval. Il se tenait au milieu du chemin, sans cavalier. Un grand cheval marron, les flancs trempés de sueur, les yeux grands ouverts. Clara s'approcha doucement, la main tendue. Doucement, murmura-t-elle. Tout va bien? Le cheval renâcla, mais ne bougea pas. Il tremblait. Clara vit alors la selle tachée de sang. Beaucoup trop de sang pour une simple égratignure. Son estomac se noua. Ses yeux suivirent les traces dans la poussière, jusqu'à un amas de pierres, tombé récemment du flanc de la falaise. Elle aurait pu partir. Remonter sur le cheval. Aller chercher de l'aide. C'était raisonnable. Mais elle pensa à sa mère. À ses paroles. Si tu vois quelqu'un qui souffre, tu n'ignores pas. Tu agis. Elle s'avança. Les rochers étaient lourds, coupants. Ses doigts saignaient. Et puis, elle vit une main. Une main d'homme. Grande, usée, avec une simple bague à l'annulaire. Clara jeta sa valise, grimpa sur les pierres, s'agenouilla près du corps à moitié enseveli. Il respirait. Faiblement, mais il était vivant. Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? Pas de réponse. Du sang coulait de son front. Sa jambe gauche était coincée sous une pierre massive. Elle essaya de la bouger. Rien. Alors elle poussa plus fort. Ses bras tremblaient. Sa robe se déchirait. Le vent avait disparu. Il ne restait que l'effort. Et l'espoir. Un grincement. Une secousse. La pierre bougea. La jambe fut libérée. Clara s'effondra à côté, haletante. Elle sentait son cœur battre dans ses tempes. Le sang, la sueur, la poussière, tout se mélangeait. Elle regarda l'homme inconscient. Sa peau était pâle. Ses lèvres fendillaient. Il était lourd. Trop lourd. Mais elle ne pouvait pas le laisser là. Elle attacha la bride du cheval. Puis, centimètre par centimètre, elle traîna le corps jusqu'à une grande pierre plate. Elle murmura, « Aide-moi un peu, bouge une jambe, n'importe quoi. » Comme par miracle, il bougea. Juste assez pour qu'elle puisse le hisser tant bien que mal sur la selle. Il retomba, inerte. Clara prit les rênes. Le soleil disparaissait. La lumière devenait violette. Il avait parlé d'une cabane. Suivre le ruisseau. Un pas. Puis un autre. Clara avançait, les jambes douloureuses, les bras brûlants. Le cheval suivait. Et sur le sol, les pierres brillaient faiblement. Le vent portait l'odeur de la terre chaude. Elle priait en silence. Seigneur, donne-moi la force. Juste assez pour qu'il vive. Juste assez pour trouver cette cabane. La nuit avançait doucement, et Clara marchait toujours. Ses jambes étaient lourdes, ses bras engourdis par la tension de la bride. Le cheval, silencieux, portait l'homme inconscient comme un fardeau sacré.
Il ne grognait pas, ne ralentissait pas. Il semblait comprendre l'urgence. Le sentier longeait un ruisseau fin et clair. L'eau glissait sur les pierres, presque argentée dans la lumière mourante. Clara répétait les mots qu'elle avait entendus à demi dans la bouche de l'homme blessé, cabane, près du ruisseau. Elle priait que ce ne soit pas un délire. Elle priait que cette cabane existe. Les étoiles commençaient à percer dans le ciel. La chaleur du jour s'effaçait, remplacée par une fraîcheur humide. Ses pieds glissaient parfois sur les pierres. Une chouette ulula au loin. L'air sentait l'écorce et la terre. Et puis, elle la vit. Une forme sombre, blottie contre la colline. Pas plus grande qu'une grange. Pas de lumière. Pas de fumée. Mais un toit, 4 murs, et un abri. Clara sentit ses jambes céder sous le soulagement. Elle guida le cheval jusqu'à la porte. Le bois était vieux, gonflé par l'humidité. Elle poussa. Les gonds crièrent comme une plainte de fantôme. L'odeur de renfermé, de poussière et de bois humide remplit l'air. À l'intérieur, il faisait sombre. Clara tâtonna près de la cheminée. Ses doigts trouvèrent un vieux chandelier, une boîte d'allumettes à moitié humide. La première craqua sans s'allumer. La deuxième prit. Une flamme jaune et fragile s'éleva, chassant un peu l'ombre. La pièce était simple, un lit étroit avec un matelas de paille, une table bancale, 2 chaises, un vieux pot accroché près du foyer. Pas de luxe. Mais un refuge. Elle n'avait pas le temps de réfléchir. Elle devait agir. Clara retourna dehors, détacha le corps inerte de l'homme. Il était glacé. Sa tête tombait mollement contre son épaule. Elle murmura, « Tiens bon, s'il te plaît ». Elle le soutint comme elle pouvait, le tira par les bras, le hissa centimètre par centimètre sur le lit. Ses bras la brûlaient. Ses jambes tremblaient. Mais elle ne s'arrêta pas. Une fois l'homme installé, elle vérifia son front. Il était brûlant. Ses joues rouges, ses lèvres sèches. Le sang avait coagulé autour de la plaie sur son front, mais l'enflure augmentait. Son souffle était rapide, irrégulier. Il délirait à mi-voix. Des mots incompréhensibles. Clara se redressa. Elle devait faire quelque chose. Elle prit une vieille marmite près de la cheminée, sortit chercher de l'eau au ruisseau, revint en courant. Elle trouva quelques brindilles sèches près de l'âtre. Par miracle, un peu de bois restait empilé dans un coin. Elle fit du feu. Lentement, la chaleur revint. Elle déchira un morceau de sa jupe pour faire une compresse. Elle trempa le tissu dans l'eau chaude et nettoya doucement la plaie. L'homme gémit mais ne se réveilla pas. Elle murmura pour le rassurer. Des mots doux. Des mots que sa mère lui disait autrefois. Puis elle sortit encore. Dans la lumière vacillante, elle chercha au bord de l'eau. Sa mère lui avait appris. Les feuilles argentées, douces au toucher de l'armoise. Un peu plus loin, des fleurs blanches en ombelle de l'aquilée. Pour faire baisser la fièvre. Elle écrasa les plantes dans un bol en bois, les transforma en pâte. L'odeur amère remplit la pièce. Elle appliqua l'armoise sur le front, l'aquilée sur la cheville, enroulée d'un autre bout de tissu. Elle prépara une tisane légère avec les restes. Elle versa quelques gouttes dans sa bouche. L'homme bougea. Il ouvrit un œil. Ses pupilles étaient troubles, grises comme un ciel d'orage. Il balbutia. « Oh !» Doucement, dit-elle. « Bois lentement. » Il avala, toussa, puis sombra à nouveau dans le sommeil. Clara s'assit près du lit. Elle resta là, les bras autour de ses jambes, regardant le feu. Dehors, les étoiles dansaient entre les branches. Dedans, le souffle du malade remplissait la pièce. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne savait pas d'où il venait. Mais il était en vie. Et cette nuit-là, dans une cabane oubliée, loin de tout, elle avait choisi de le sauver. La fièvre monta après minuit. Clara le comprit avant même de poser la main sur son front. L'air autour d'Apache semblait brûler. Sa respiration devint plus rapide, plus courte. Sa poitrine se soulevait par à-coups, comme s'il luttait contre quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Elle changea la compresse. Encore. Puis encore. L'eau dans le pot devenait tiède trop vite. Elle se leva pour remettre du bois dans le foyer. Le feu reprit lentement, projetant des ombres tremblantes sur les murs de la cabane. Le silence était si profond qu'elle entendait chaque crépitement, chaque souffle. Apache murmura des mots sans sens. Des noms peut-être. Des souvenirs. Ses doigts se crispèrent soudain autour de son poignet. Clara sursauta. « Je suis là, dit-elle doucement. Tu es en sécurité. » Il ne semblait pas l'entendre. Sa main tremblait, forte malgré la faiblesse. Elle resta immobile jusqu'à ce que ses doigts se relâchent lentement. Elle se souvint de sa mère, assise près de son lit durant les longues nuits de maladie, murmurant les mêmes mots encore et encore. La patience était parfois le seul remède possible. Clara resta éveillée. Elle rinçait le tissu, l'essorait, le reposait sur son front. Elle humidifiait ses lèvres. Elle surveillait la plaie, la couleur de sa peau, le rythme de sa respiration. Le temps perdit toute forme.
Il n'y avait plus que cette petite pièce éclairée par le feu et le combat silencieux entre la vie et la fièvre. À un moment, Apache ouvrit les yeux. Cette fois, il la regarda vraiment. Ses yeux gris se posèrent sur elle, troubles mais conscients. Ses lèvres bougèrent. Pourquoi? Elle se pencha. Pourquoi quoi? Pourquoi tu restes? La question la surprit. Elle réfléchit une seconde, puis répondit simplement, parce que tu avais besoin de quelqu'un. Il la fixa encore un instant, comme s'il voulait graver son visage dans sa mémoire. Puis ses paupières retombèrent. Clara sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Au petit matin, la fièvre atteignit son sommet. Son corps tremblait malgré la chaleur. Elle pressa la compresse, pria sans mots, les yeux fermés. Elle avait peur. Une peur profonde, muette. Pas de le perdre. Elle ne le connaissait pas encore assez pour cela. Mais la peur d'échouer. Quand le ciel pâlit enfin derrière la petite fenêtre, quelque chose changea. Sa respiration se calma. Son front refroidit lentement. Le feu baissa. Le chant d'un oiseau perça le silence. Clara posa sa main sur sa poitrine. Son cœur battait régulièrement. Elle s'assit contre le mur et laissa ses yeux se fermer pour la première fois depuis la nuit précédente. Quand Apache se réveilla vraiment, le soleil était déjà haut. Clara dormait à même le sol, la tête appuyée contre le lit. Son cou était tordu dans une position inconfortable. Elle sursauta en entendant sa voix. « Où suis-je » Elle leva la tête brusquement. « Dans une cabane, près du ruisseau. Tu t'es blessé dans le canyon. » Il cligna des yeux, observa les bandages, le feu, la lumière. « C'est toi qui as fait tout ça ?» Elle hocha la tête. Il tenta de bouger et gémit. Sa jambe lui rappela la réalité. « Ne bouge pas, dit-elle aussitôt. »« Pas encore. » Il obéit, à contre-cœur. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il après un moment. Clara hésita, puis répondit, « Clara. »« Et toi ?» Il marqua une pause. Une seconde de trop. « Apache, dit-il finalement. » Elle remarqua son regard qui glissa ailleurs, juste un instant. Mais elle ne posa pas de questions. Pas encore. Elle lui donna de l'eau, puis un petit morceau de nourriture. Elle le vit manger lentement, comme un homme qui n'avait pas mangé depuis longtemps. Le silence s'installa entre eux, mais ce n'était plus le même que la veille. Il était plus doux, plus vivant. Deux étrangers. Une cabane. Un feu. Et une nuit qui les avait changés tous les deux. 2 jours passèrent. Apache reprenait lentement des forces. Il pouvait maintenant s'asseoir sans aide, appuyé contre le mur de la cabane. Sa jambe était toujours enflée, mais la douleur semblait moins vive. Clara changeait les bandages chaque matin et chaque soir, avec douceur et patience. Il ne parlait pas beaucoup. Mais il observait. Ses yeux gris suivaient chaque mouvement de Clara, comme s'il essayait de la comprendre. Elle, de son côté, se méfiait encore. Il ne parlait jamais de lui. Il écoutait, répondait par quelques mots simples, mais restait une énigme. Clara avait grandi dans un monde où le silence cachait souvent des blessures profondes, ou des mensonges. Le 3e matin, il tenta de se lever seul. Clara était en train de broyer des feuilles d'armoise quand elle l'entendit grogner. Elle se retourna brusquement. « Non. Tu n'es pas prêt. » Il tenait à peine debout, une main sur la table pour s'équilibrer. La sueur brillait déjà sur son front. « Il faut que j'essaie, murmura-t-il. Tu vas te blesser davantage. Remets-toi au lit. » Il la regarda avec un mélange d'obstination et de honte. « Je déteste rester allongé. J'ai toujours travaillé. Mon corps ne comprend pas ce repos forcé. » Clara s'adoucit légèrement. « Repose-toi aujourd'hui. Demain, tu feras quelques pas, mais seulement si je suis là. » Il hocha la tête, résigné. Pendant qu'il se rallongeait, elle prépara une infusion à l'aquilée. Il la but sans protester. Le silence entre eux n'était plus pesant, mais chargé de choses non dites. Alors, Clara posa la question. « Tu t'appelles vraiment Apache ?» Il tourna lentement la tête vers elle. Un silence. « C'est comme ça qu'on m'appelle depuis longtemps, » répondit-il. Elle le fixa. « Tu n'as pas répondu. Est-ce ton vrai nom ?» Il détourna les yeux. Regarda le plafond de bois, puis le feu. « Je ne peux pas te dire la vérité, pas encore. »« Pourquoi ? Tu crois que je vais partir ? » ?»« Non. Je crois que tu mérites de savoir. Mais je ne sais pas comment le dire. » Clara sentit une tension monter dans sa poitrine. Elle prit une longue inspiration. « Tu n'es pas obligé de tout dire. Mais ne me mens pas. » Apache baissa les yeux. « Je n'ai pas menti sur ce qui est important, » dit-il. « Tu m'as sauvé, et je ne l'oublierai jamais. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle retourna à sa place près du feu, et reprit son travail. Le silence revint, mais cette fois, c'était un silence d'attente. Quelque chose était suspendu entre eux. Un poids. Une promesse. Un peu plus tard, alors que le jour commençait à tomber, il la regarda longuement. « Je ne suis pas un mauvais homme, Clara. J'ai juste, des choses à réparer.
Elle releva les yeux vers lui, sans parler. Mais dans son regard, il lut quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, la patience, et peut-être même, une part de confiance. Le lendemain, le ciel était clair. L'air portait une odeur de feuilles sèches et de terre chaude. Le ruisseau murmurait doucement derrière la cabane. Clara ouvrit la porte, laissant entrer la lumière dorée du matin. Elle s'étira en silence, puis se retourna vers le lit. Apache était réveillé. Il la regardait. « Tu es matinale » dit-il d'une voix encore rauque. « L'eau ne va pas se chercher toute seule » répondit-elle doucement. Elle se saisit du seau de cuivre et sortit. Elle marcha lentement jusqu'au bord de l'eau. Le sol était encore humide de la rosée, mais le soleil chauffait déjà la peau. Elle remplit le seau, se redressa, puis s'arrêta. Quelque chose avait changé. Pas dans le paysage, mais en elle. Elle avait dormi, enfin. Pas bien, pas longtemps, mais assez pour sentir que le poids dans sa poitrine s'était allégé. Et pour la première fois depuis son arrivée ici, elle n'avait pas rêvé de la ville, de la fumée, de sa mère. Seulement du feu dans la cheminée. Et de la voix grave d'Apache. Quand elle revint, il était assis sur le bord du lit, les pieds posés à plat sur le sol. Son visage était plus coloré. Moins pâle. Il se tenait droit, malgré la douleur visible dans ses épaules. « Tu as bonne mine » dit-elle en posant le seau près de la cheminée. « Grâce à toi » répondit-il. Elle détourna les yeux, troublée. « Tu veux essayer de marcher » demanda-t-elle. « Je veux essayer d'aider. »« Très bien. Remplis ce pot d'eau et mets-le sur le feu. » Il se leva lentement, en s'appuyant sur la table. Chaque pas semblait lui coûter. Mais il ne se plaignit pas. Il se concentra, geste après geste. Quand le pot fut en place, il s'assit lourdement sur la chaise. « Voilà. Je suis encore vivant. » Clara sourit. « Tu progresses vite. » Elle s'assit en face de lui. La chaleur du feu montait doucement. Le bois claquait. Un silence s'installa. Un silence confortable. Il rompit le calme. « Tu m'as soigné comme si j'étais ton frère, ou ton mari. » Pourquoi ? Elle le regarda. « Parce que je sais ce que c'est, d'être seul, d'avoir besoin d'aide, et que personne ne vient. » Il baissa les yeux. Un long moment passa. Puis il releva la tête. « Je n'ai pas été honnête avec toi, » dit-il. Clara ne dit rien. Elle attendit. « Je ne peux pas encore t'expliquer tout. Pas ici, pas maintenant. Mais je veux que tu saches, je ne suis pas un voleur, ni un criminel. Je ne te mettrai jamais en danger. » « Je sais, » répondit-elle simplement. Il la fixa, surpris. « Tu sais ? Je sais reconnaître la peur. Et tu n'en as pas. Tu caches autre chose, mais ce n'est pas de la violence. » Il inspira profondément, comme soulagé. « Merci de ne pas me juger. » Elle secoua la tête. « Je ne juge pas. Pas tant que je ne connais pas toute l'histoire. » Un silence suivit. Puis il dit, « Je dois me montrer digne de ta confiance. » Elle hocha la tête. « Alors commence par porter du bois pour ce soir. Et fais attention à ta jambe. » Il sourit pour la première fois. Un vrai sourire. Fatigué, mais sincère. Il sortit, boitant mais debout, et alla chercher quelques bûches. Et dans ce simple geste, Clara vit quelque chose grandir. Un respect. Une promesse. Un lien. Le soleil était déjà haut quand Clara ouvrit la porte. La lumière entrait en nappe dorée, éclairant la poussière en suspension. Le ruisseau brillait au loin, bordé d'herbes hautes et de pierres blanches. L'air était doux, chargé d'un parfum de bois sec, de terre et de feuilles écrasées. Apache était déjà réveillé. Il se tenait debout, appuyé contre l'embrasure de la porte, regardant le paysage. Son visage était calme, presque paisible. Le vent jouait doucement avec les mèches sombres de ses cheveux. « Tu as bonne mine » dit Clara en s'approchant. Il sourit sans se tourner vers elle. « L'air frais me fait du bien. Tu veux marcher un peu ? Je peux essayer. » Elle hocha la tête. « On ne va pas loin. Juste jusqu'au bord de l'eau. » Il s'appuya sur une canne improvisée, taillée la veille par Clara. Ensemble, ils avancèrent lentement, pas à pas, vers le ruisseau. Chaque mouvement était mesuré, prudent. Mais il tenait debout. Et il avançait. Arrivé près de l'eau, Clara se pencha, cueillit une plante aux feuilles argentées. « Tu veux apprendre ? » « Apprendre quoi ? Ce que tu as bu. Ce que j'ai utilisé sur ta blessure. Ce qui t'a sauvé. » Il s'assit lentement sur une pierre plate et acquiesça. « Je t'écoute. » Elle lui montra la tige, retourna les feuilles. « Ça, c'est de l'armoise. On l'utilise pour les plaies, les infections. Son odeur est forte, amère, mais c'est bon signe. L'amertume, ça soigne. » Elle l'approcha de son nez. Il respira doucement. « Je l'ai senti, dans la cabane. C'est ce que tu as mis sur mon front ? » « Oui. » Elle se redressa, marcha jusqu'à une autre touffe, à quelques pas de là. « Et ça, c'est de l'aquilée. Très utile contre la fièvre. On peut la boire en tisane ou l'appliquer sur la peau.
Apache l'écoutait en silence, concentré. Comment tu sais tout ça? Demanda-t-il. Ma mère. Elle m'a tout appris. On n'avait pas d'argent pour les médecins. Alors, elle a appris à soigner avec ce qu'elle trouvait dans la forêt. Il regarda la plante longuement, comme si elle cachait un secret. Elle devait être une femme forte. Elle l'était. Elle disait toujours, la terre offre ce dont on a besoin, si on prend le temps de l'écouter. Apache baissa les yeux. La mienne aussi disait ça, mais je ne l'ai pas écouté assez tôt. Clara le regarda. Il parlait rarement de lui. Ce simple aveu, murmuré à voix basse, était un fil tiré d'un nœud plus profond. Elle ne dit rien. Elle respectait le silence. Mais elle sentait que quelque chose, doucement, se fissurait. Ils passèrent un long moment à cueillir des herbes, à genoux dans l'herbe, leurs mains effleurant parfois les mêmes feuilles. Il lui posait des questions, elle répondait patiemment. Il retenait tout. Tu observes bien, dit-elle à un moment. J'ai appris à faire attention aux détails. Elle releva les yeux. Pourquoi? Il sourit, mais ses yeux restèrent sérieux. Quand on vit loin du monde, on apprend à tout voir, tout entendre. Surtout ce que les gens ne disent pas. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait rien à ajouter. Quand ils revinrent à la cabane, les poches pleines de plantes, le soleil descendait lentement. La lumière devenait plus douce, plus dorée. Clara rangea les herbes avec soin, les étala près du feu pour les faire sécher. Apache s'assit en silence. Avant de dormir, il dit doucement, « Merci de m'avoir montré tout ça. » Elle répondit sans le regarder, « Ce n'était pas seulement pour toi. Ça m'a fait du bien, à moi aussi. » Et dans cette nuit tranquille, sans pluie ni cri, ils découvrirent que parfois, enseigner, c'est aussi guérir. Le vent s'éleva en fin d'après-midi. Au début, ce n'était qu'un souffle, un frémissement dans les herbes autour de la cabane. Mais bientôt, les arbres commencèrent à ployer. Le ciel se couvrit lentement, prenant une teinte gris foncé. L'air devint plus lourd, plus épais. Clara le sentit tout de suite. Elle posa les herbes qu'elle faisait sécher et regarda vers l'horizon. « L'orage arrive, dit-elle. » Apache, assis près du feu, suivit son regard. « Il va être fort, murmura-t-il. » Elle referma la porte, rangea tout ce qu'elle pouvait dans les coins les plus secs. Les plantes, la nourriture, les vêtements de rechange. Elle plaça un seau sous une fuite ancienne du toit, juste au cas où. Le premier éclair fendit le ciel comme un couteau. Quelques secondes plus tard, un grondement profond fit vibrer le sol sous leurs pieds. Puis la pluie arriva. Pas une pluie douce. Une pluie lourde, violente, qui tombait en rideaux, effaçant le monde autour de la cabane. L'eau s'infiltrait par les fentes du toit. Une goutte, puis 10, puis des filets entiers qui coulaient le long des murs. Le sol, fait de terre battue, se transformait peu à peu en boue. Clara poussa le lit vers le coin le plus sec, près du foyer. Apache l'aida, boitant, mais déterminé. Il glissa une fois, se rattrapa de justesse. Le tonnerre éclata de nouveau, plus fort. Un instant plus tard, un hennissement aigu retentit dehors. « Le cheval !» s'écria Apache. Sans attendre, il attrapa la couverture et ouvrit la porte. « Non !» cria Clara. « Tu ne peux pas sortir, ta jambe ?» Mais il était déjà dehors. Clara courut après lui. La pluie les aveuglait. L'eau leur fouettait le visage. Le cheval tirait sur sa corde, paniqué, les yeux blancs de peur. Apache s'approcha, glissa dans la boue, tomba à genoux. Le cheval se cabra, ses sabots frappant le sol tout près de sa tête. Clara hurla. Il tendit la main, attrapa les rênes. Une lutte silencieuse s'engagea entre l'homme et l'animal. Le cheval tremblait, mais peu à peu, il céda. Apache l'attacha à un poteau à l'abri du vent. Il caressa doucement son encolure. Le cheval se calma enfin. Ils rentrèrent dans la cabane, trempés, couverts de boue. Clara referma la porte à deux mains. Ses jambes tremblaient. Ses vêtements collaient à sa peau. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Apache restait debout au centre de la pièce. De la boue dégoulinait de ses cheveux, de ses coudes, de ses bottes. Ses yeux étaient pleins d'un mélange étrange, de la honte et du soulagement. Clara s'approcha, lui tendit une couverture sèche. Il ne la prit pas tout de suite. « Tu allais dire quelque chose, avant de sortir, » dit-elle. « Je veux savoir. » Il leva lentement les yeux vers elle. Ses lèvres tremblaient, mais pas de froid. « Ce n'est pas mon vrai nom, » dit-il. « Apache, c'est un mot qu'on m'a donné. Ce n'est pas celui que j'ai choisi. » Clara attendit, sans parler. Il continua, « Je t'ai menti, parce que j'avais peur. Peur que tu partes. Peur que tu vois qui je suis, et que tu tournes le dos. » Il serra la couverture contre lui. « Je ne suis pas un homme parfait, Clara. Mais je ne suis pas un lâche non plus. Si tu veux partir après cette nuit, je ne t'en empêcherai pas. » Elle s'approcha, doucement. Elle posa une main sur son bras. « Je ne juge pas les gens sur leur nom. Mais sur ce qu'ils font. » Il la regarda, longtemps.
Puis il s'assit, fatigué, les épaules trempées mais plus légères. Et dehors, malgré la pluie, le vent se calma un peu. Ce jour-là, Aïda se leva avant l'aube. Le ciel était encore noir, et un silence étrange planait sur le village. Chaque matin, elle entrait d'abord dans la pièce où dormait son petit frère pour l'embrasser sur le front. Mais cette fois, il n'était pas dans son lit. Elle se figea. Ses yeux balayèrent la pièce, rien. Elle courut dehors, pieds nus, appelant son nom encore et encore. Issa. Issa. Aucun bruit. Aucune réponse. Son cœur battait à tout rompre. Elle réveilla sa mère. Fatou surgit, les yeux remplis d'angoisse. Elles fouillèrent la maison, le jardin, les alentours. Personne ne l'avait vue. Le village entier s'était réveillé à la voix désespérée d'Aïda. Les voisins sortirent, certains en moto, d'autres à pied, pour chercher Issa. Le vieux pêcheur dit l'avoir vue près de la rivière au lever du jour. La rivière. Aïda courut aussi vite qu'elle put, son cœur serré. Arrivée là-bas, elle vit ses sandales près du rivage, mais pas de trace de lui. Une peur glaciale s'empara d'elle. Elle cria, pleura, supplia les esprits de la rivière. 1 heure passa. 2. Puis, au loin, un homme apparut, portant quelque chose dans ses bras. C'était un chasseur. Et dans ses bras, Issa. Endormi, enveloppé dans une couverture. Aïda courut vers lui. L'homme expliqua, je l'ai trouvé dans la forêt, à côté d'un vieux tronc. Il disait qu'il cherchait son père. Fatou éclata en sanglots en serrant son fils contre elle. Aïda ne put s'empêcher de pleurer aussi. Ce jour-là, tout changea. Le village comprit que ce petit garçon, même à son âge, portait en lui les traces de son père disparu. Et Aïda, plus que jamais, jura de le protéger, quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, Amara ouvrit lentement les yeux, réveillée par la lumière douce qui filtrait à travers les feuillages de la grotte. Son corps était encore fatigué, mais son esprit était plus calme. À côté d'elle, le feu était presque éteint, mais la chaleur réconfortante de la nuit subsistait dans la pierre autour d'elle. Elle regarda autour d'elle. Nantan était debout, à l'entrée, silencieux, observant la vallée en contrebas. Sa silhouette était droite, mais ses bras croisés sur sa poitrine trahissaient une tension intérieure. Amara s'approcha doucement, enveloppée dans la couverture qu'il lui avait donnée. « Tu n'as pas dormi » demanda-t-elle d'une voix douce. Nantan tourna la tête vers elle, sans sourire. « J'ai entendu des bruits. Je voulais m'assurer que rien ne s'approchait. » Elle hocha la tête, puis s'assit sur un rocher. « Tu penses que les hommes me cherchent encore ?» Il répondit sans détour, « Oui. Je les ai vus dans les bois cette nuit. Ils ne sont pas loin. » La peur lui serra le ventre, mais elle prit une profonde inspiration. « Tu crois qu'ils vont me trouver ?» Il la regarda longuement. « Pas tant que je suis là. » Il disait ces mots avec une telle certitude que, pour la première fois depuis des jours, Amara sentit une lueur de sécurité l'envahir. Il ne s'agissait pas seulement de se cacher. C'était aussi de résister. Et elle n'était plus seule. Ils préparèrent un petit repas de fruits et d'herbes ramassés la veille. Nantan partageait ce qu'il savait sur les plantes, sur les signes du vent, et sur les chemins sûrs dans la forêt. Chaque pierre, chaque arbre a une mémoire, expliqua-t-il. Il faut juste savoir écouter. Amara l'écoutait avec fascination. Ce monde qu'il lui montrait était si différent de celui qu'elle avait connu. Un monde sans mensonges, sans promesses brisées, seulement la nature, brute et honnête. Plus tard, alors qu'il remplissait les gourdes à un petit ruisseau caché, un craquement les fit se figer. Nantan leva la main, silence total. Puis il tira lentement son couteau, indiquant à Amara de se cacher derrière un tronc renversé. Son regard était devenu dur, son corps tendu comme une corde prête à se rompre. 2 hommes apparurent entre les arbres, habillés de noir, parlant à voix basse. L'un d'eux tenait un fusil. Ils ne virent pas Nantan immédiatement, mais ils s'approchaient dangereusement. Dans un mouvement rapide, Nantan se glissa derrière un arbre, puis se lança sur le premier homme. En quelques secondes, il le mit à terre, l'assommant proprement. L'autre homme tenta de lever son arme, mais Amara, sorti de sa cachette, lança une pierre de toutes ses forces. Le projectile frappa l'homme à la tempe. Il tituba, suffisant pour que Nantan intervienne et le neutralise. Le silence revint, troublé seulement par le souffle rapide d'Amara. Nantan attacha les 2 hommes avec des lianes solides, puis se tourna vers elle. « Bien joué » dit-il simplement. Elle tremblait, mais dans ses yeux, ce n'était plus seulement la peur, c'était aussi une détermination nouvelle. Le lendemain matin, le vent soufflait fort dehors. Le ciel était gris, et une pluie fine tombait sur le vieux village. Clara, debout près de la fenêtre, observait les gouttes s'écraser contre la vitre. Une étrange tension flottait dans l'air. Kaël entra dans la pièce, les vêtements encore humides de la veille. Son regard se posa sur Clara, qui ne bougea pas. Elle semblait perdue dans ses pensées, figée dans une attente silencieuse. « On ne peut pas rester ici »
dit Kaël d'une voix basse. Ils finiront par remonter jusqu'à cette maison. Clara se tourna vers lui. Et on va aller où? Tu crois vraiment qu'on peut fuir pour toujours? Kaël s'approcha doucement. Ses pas lourds résonnaient sur le parquet usé. Je ne te demande pas de fuir éternellement. Juste encore un peu. Le temps que tout ça se calme. Un silence pesant s'installa. Puis, Clara hocha la tête. D'accord. Mais on ne partira pas sans dire au revoir à mon oncle. Il nous a protégés. Il mérite de savoir. Ils sortirent en vitesse, traversant les ruelles détrempées du village. Arrivé devant la maison du vieil oncle, Kaël s'arrêta brusquement. La porte était entr'ouverte. Clara entra la première. La maison était vide. Tout avait été retourné. Des papiers traînaient au sol, les tiroirs étaient ouverts, les chaises renversées. Non, murmura Clara, en courant vers l'arrière de la maison. Un cri étouffé lui échappa en découvrant une trace de sang sur le mur. Juste une trace, mais suffisante pour comprendre. Kaël serra les poings. Il inspecta les lieux en silence, le regard dur. Ils sont passés par ici, dit-il. Ils cherchaient quelque chose. Peut-être lui? Peut-être toi? Clara se retourna lentement. Son visage était pâle, mais son regard avait changé. Elle n'avait plus peur. Pas cette fois. Alors il faut que ça s'arrête. Je ne veux plus courir, Kaël. S'ils veulent quelque chose, ils vont devoir venir me le dire en face. Kaël la fixa un moment. Puis il hocha la tête lentement. Très bien. Alors préparons-nous. Le soleil était haut dans le ciel quand le chariot s'arrêta au sommet d'une colline boisée. Apache descendit en silence. Ses gestes étaient lents, mais précis. Il portait toujours les marques de ses blessures, mais dans ses yeux, on pouvait lire une détermination nouvelle. Clara sauta à son tour du chariot, les bras pleins de provisions. Elle ne dit rien, mais son regard suivait chaque mouvement de l'homme. Depuis quelques jours, un silence étrange s'était installé entre eux, rempli de choses non dites, mais aussi de respect profond. Ils avaient trouvé une vieille cabane en bois, abandonnée depuis des années. La mousse couvrait le toit, et les fenêtres étaient brisées. Mais pour eux, c'était un abri. Un endroit où ils pourraient respirer, penser, et peut-être guérir. Apache entra le premier, inspectant chaque recoin. Il toucha les murs, le sol, puis hocha lentement la tête. Il posa son sac à terre, puis revint dehors pour aider Clara à décharger. Clara observait l'endroit, songeuse. « Tu crois qu'on peut vraiment rester ici ?» murmura-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers les arbres, écouta le chant des oiseaux, puis tourna la tête vers elle. Pour un moment, oui. Ils passèrent la journée à nettoyer, à réparer ce qu'ils pouvaient. Clara découvrit un vieux poêle qu'elle réussit à rallumer. Apache, de son côté, coupa du bois et renforça les murs. À la tombée de la nuit, ils s'assirent ensemble près du feu. Le silence était toujours là, mais moins lourd. Clara glissa une couverture sur ses épaules et regarda les flammes. « Tu sais, parfois, je me demande ce que tu penses. » Apache ne répondit pas tout de suite. Il fixait le feu, le visage figé. Puis il murmura, « Je pense, que je n'ai jamais eu d'endroit à moi. Jusqu'à maintenant. » Clara sentit son cœur se serrer. Elle posa doucement sa main sur celle d'Apache. « Peut-être que cet endroit peut être à nous deux ?» Il tourna lentement la tête vers elle. Il ne sourit pas, mais son regard était moins dur. « Peut-être. » Dehors, le vent soufflait à travers les arbres. Mais dans la cabane, il faisait chaud. Pas seulement à cause du feu, mais parce qu'un lien invisible venait de naître. Dans le calme du matin, Amina se réveilla avant l'aube. La lumière douce filtrait à travers la fenêtre de la petite cabane où elle vivait maintenant avec sa grand-mère. Elle sortit silencieusement, évitant de réveiller les autres, et s'assit sous l'arbre où elle avait l'habitude de parler à sa mère quand elle était triste. Ce matin-là, elle ferma les yeux et posa la main sur son cœur. Elle ressentait quelque chose de nouveau, une paix intérieure, mais aussi une détermination. Au loin, elle entendait déjà le bruit des seaux d'eau que les villageois portaient, les pas rapides des enfants allant chercher du pain frais. C'était une matinée ordinaire, et pourtant pour Amina, elle représentait un nouveau départ. Quelques heures plus tard, alors qu'elle aidait une vieille voisine à réparer sa clôture, un homme s'approcha du portail. Il était grand, vêtu simplement, mais son regard était franc et honnête. Il s'appelait Idriss, un ancien ami de son père. Il avait entendu parler de ce qui s'était passé dans le village, et de la manière dont Amina avait tenu tête à son oncle. « Tu es bien la fille de Fatou, dit-il doucement. Elle était brave. Et toi, tu le es tout autant. » Amina se redressa, surprise. Idriss lui expliqua qu'il travaillait dans une école à la ville voisine. Il cherchait une assistante pour aider les enfants à lire et écrire. Quelqu'un de patient, de fort, et d'intelligent. Il avait entendu parler d'Amina à travers le bouche à oreille. « Je ne suis qu'une fille de village, répondit-elle timidement. « Justement. Tu as vécu assez de choses pour guider les autres ?
Ce soir-là, elle en parla à sa grand-mère. Celle-ci la regarda longuement, puis lui prit les mains. Ta mère aurait été fière. Il est temps que tu construises ta propre route, ma petite. Le lendemain, Amina prépara un petit sac. Elle regarda une dernière fois la cabane, le grand arbre, et les chemins poussiéreux du village. Elle marcha doucement vers l'avenir, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Quand la diligence s'arrêta devant le grand portail en fer forgé, elle crut rêver. Devant elle, s'étendait un vaste domaine entouré de collines dorées, de pâturages verts, et d'une longue allée bordée d'arbres. Des écuries, des granges, des champs, tout était impeccable. Le domaine était vivant, mais silencieux comme si tous attendaient leur arrivée. Un homme en veste de cuir ouvrit la grille. Il s'inclina respectueusement. « Bienvenue à la propriété Red Hill, mademoiselle. Le maître vous attendait depuis longtemps ?» Elle cligna des yeux. Tout ce qu'elle voyait la dépassait. C'était lui? L'Apache. L'homme qui l'avait protégé. Celui qui n'avait presque pas parlé. Il ne portait plus ses habits modestes. Il se tenait sur les marches de la grande maison, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre. Ses cheveux attachés en arrière, ses bottes brillantes. Il avait l'air d'un roi. Tu vis ici? Murmura-t-elle, incapable de cacher sa surprise. Il hocha simplement la tête. Ce domaine m'appartient. Je t'attendais à la gare, mais tu as pris un autre chemin. Des femmes sortirent de la maison, curieuses. Des hommes s'arrêtèrent de travailler. Tous regardaient la jeune femme avec étonnement. Certains semblaient choqués, d'autres méfiants. Elle sentit les regards, les jugements. Une étrangère? Ici? Mais elle lui posa doucement sa main sur son épaule, comme pour dire, tu n'as rien à craindre. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Souffla-t-elle, encore sous le choc. Il répondit, la voix grave et douce. Parce que je voulais que tu me voies pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Elle se tenait là, figée dans l'encadrement de la porte, les yeux remplis d'incompréhension. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Lui, debout à quelques pas, la regardait s'enfuir, sans détourner les yeux. C'était donc toi, depuis le début? Murmura-t-elle, la voix tremblante, à peine audible. Il hocha lentement la tête, un mélange de honte et de fierté dans le regard. Oui. Je voulais savoir si tu étais sincère, si tu étais là pour moi, ou pour ce que je possède. Ces mots la transpercèrent comme une lame glacée. Elle recula d'un pas, les poings serrés. Tu t'es joué de moi? Tu m'as laissé croire que j'avais été abandonné, humilié, perdu dans un endroit inconnu, seul. Il baissa les yeux, incapable de soutenir la douleur qu'il voyait sur son visage. Je devais savoir, tu ne comprends pas, dans ce monde, on ne peut plus faire confiance si facilement. Et tu pensais que me faire souffrir allait t'apporter la vérité? Cria-t-elle, la voix brisée par la rage et la déception. Un silence lourd s'installa entre eux, seul le vent faisait claquer les volets du vieux bâtiment. Il finit par dire, d'une voix grave et basse. Mais tu es resté, tu n'as pas fui, malgré tout. Et ça m'a tout dit. Elle tourna le dos, les larmes coulant sans retenue sur ses joues. Et maintenant? Tu veux un merci? Une accolade? Il fit un pas vers elle, tendant la main, mais elle s'éloigna lentement, sans un mot de plus, laissant derrière elle un homme plein de regrets, et une vérité trop tard révélée. Le silence s'était installé après leur confrontation. Il n'y avait plus de cris, plus de larmes. Juste ce calme étrange, pesant. Sans un mot, il l'avait conduite à travers la grande maison. Ses pas résonnaient sur le sol en bois, chacun un peu plus lourd que le précédent. Puis il ouvrit une porte au bout d'un long couloir. Elle entra lentement. C'était une belle chambre, claire, chaleureuse. Sur la commode, un bouquet de fleurs fanées, un oreiller brodé avec son prénom, et un livre ouvert sur la table de chevet. Elle comprit. Il avait préparé cet espace pour elle, longtemps avant leur rencontre. Mais maintenant, elle ne savait plus quoi ressentir. Elle s'assit sur le lit, les mains sur ses genoux, le regard vide. Trop de choses venaient de se passer, trop de mots, trop de vérités. Il resta dans l'encadrement de la porte, sans bouger. Puis il dit simplement. « Je voulais que tu te sentes chez toi. » Elle leva les yeux vers lui, mais ne répondit pas. Il referma doucement la porte, la laissant seule. Seule avec ses pensées. Seule avec ses doutes. Seule avec son cœur qui battait trop vite. Le jour se levait doucement. La lumière dorée du matin effleurait les murs de la maison encore endormie. Elle descendit lentement les marches, chaque pas un battement dans sa poitrine. Il l'attendait dehors, face au soleil qui naissait derrière les collines. Quand elle s'approcha, il ne bougea pas. Il la regarda avec calme, sans peur, sans attente. Puis, d'une voix posée, il dit. « Tout cela, tout ce que j'ai, peut être à toi. Mais seulement si tu le veux. Si tu me choisis. Pas par devoir, pas par pitié. Juste, parce que tu le ressens. » Le vent souleva doucement ses cheveux. Elle resta là, silencieuse. Elle regarda ses mains, puis leva les yeux vers lui.
Elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu, à ce qu'elle avait perdu, et à ce qu'elle pouvait encore construire. Alors elle fit un pas, puis un autre, et sans dire un mot, elle glissa sa main dans la sienne. Ce geste disait tout. Il ferma les yeux un instant, comme pour retenir ses émotions, puis il la serra doucement contre lui. Ce matin-là, ce n'était pas juste un nouveau jour. C'était un nouveau départ. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti la sincérité dans leur choix, alors montrez-nous que vous étiez là jusqu'à la fin. Écrivez dans les commentaires, je choisis l'amour libre. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires vraies, puissantes et inoubliables. Et surtout, merci de faire partie de cette aventure avec nous.